L'argent, dit-on, est le nerf de la guerre. Or, le Burkina est en guerre contre le terrorisme, contre les crises humanitaires, alimentaires et autres. Donc, le Burkina a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Aussi opte-t-il dans la loi de finances 2023 pour ce qu'on pourrait qualifier de budget de guerre et qui fait la part belle à la lutte contre l'insécurité. C'est ce budget dont le projet a été adopté le 30 novembre dernier par le gouvernement qui se trouve sur la table des juges du tribunal de l'actualité pour cette deuxième audience de la semaine sur Watt FM et Trui TV. Pour y voir clair, notre tribunal, votre tribunal, reçoit Youssouf Ouattara. Il est directeur exécutif du CIFWEB. Le CIFWEB, c'est le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Bonjour, monsieur Ouattara. Merci d'honorer notre convocation. Merci. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. En face de vous, justement, deux juges de ce tribunal siègent aujourd'hui sur cette question du budget 2023 afin d'apporter les éclaircissements utiles à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tsomangui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. J'étais un peu loin. J'étais un peu loin de ma tête. Voilà. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, président. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre comme de coutume avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, et nous commençons avec vous, juge Bernard Bougman. Merci, président. Alors, c'est par rapport au nom du Premier ministre, Joachimson. Bon, je pense que ce qu'on nous dit, il a eu un ajout de nom, mais ceux qui disent qu'on prononce mal le nom ont raison aussi, parce que sur le décret de nomination, c'est Joachim qui est là. C'est après que la précision Joachimson est rentrée, dit que c'était un ajout, c'était le nom de son papa. Donc le fils de Joachimson Kelem de Tambela. Donc l'énigme autour du Premier ministre continue, même jusqu'à son nom. Voilà, donc je pense que c'est ce qui fait que ça prête naturellement à confusion. Donc maître Joachim Apollinaire et Joachimson Kelem de Tambela, Joachim de Tambela, mais sur le décret de nomination, en tout cas que nous lisons, c'est les Joachim, mais c'est Joachimson. Bon, ce qui fait que ça prête à confusion. On a l'impression que on est souvent interpellé là-dessus, mais bon, en réalité, on n'a rien inventé. Le son n'a pas été ajouté par nous, et puis bon, voilà. Donc c'est cette précision que je voulais donner. Comme on appelle ça, en guise d'avant-propos. Le second avant-propos, c'est dans le domaine de l'humanitaire. Vous savez, c'était un 5 décembre que Médecins sans frontières, donc par le truchement de Bernard Kouchner en son temps, qui était ministre à l'époque en France, avait initié du riz pour la Somalie. C'était très très bien médiatisé, c'était surmédiatisé d'ailleurs, et le ministre a débarqué au niveau de la Somalie, lui-même transportant un sac, les pantalons retroussés. Bon, en son temps, ça fait le tour du monde. Bon, il n'y avait pas la toile parce que nous étions en pleine guerre au niveau de la Somalie. Donc, j'ai dit bien, l'affaire a fait le tour du monde. Ce qui a été pointé du doigt, c'est la publicité autour de l'humanitaire, et qui jusqu'à présent continue, même dans notre contexte. Parfois, des gens font des dons et le coût publicitaire dépasse le coût du don, la valeur du don qui a été donné. Ce qui fait qu'à un moment donné, le directeur général de l'hôpital Yalagdo, Bibia Robert Sangaré, avait dit, bon, si vous avez besoin de nous donner quelque chose, vous venez, nous allons vous dire ce qu'on a besoin et vous nous donnez. Mais il n'est plus question pour nous de prendre des lits pourris, dont les ressorts ne répondent plus, les leviers ne répondent plus. C'est des lits qui ont été déclassés dans des hôpitaux de l'autre côté, que des gens ont ramassé pour venir chercher un point politique ou social à Ouagadougou. Conséquence, il paie cher à la télé, à la radio, mais en réalité, ce qu'il a donné n'a pas de valeur. Donc, dans notre contexte actuel aussi, il y a ce grand renfort de presse autour de la publicité, autour de l'humanitaire qui rappelle ces moments-là, alors que plusieurs voix s'étaient élevées contre cette surmédiatisation de l'action humanitaire. Parce que quand vous faites
un don, un geste. Voilà. Bon, mais à peu côté, on dit qu'il faut faire pour susciter des monuments, mais bon, pour créer des émules, pour que les gens aient envie encore de donner. Mais bon, en réalité, les gens font beaucoup plus leur pub que vraiment de l'aide à des gens qui en ont besoin. Mais c'est difficile à gérer, mais je pense qu'il faudra bien y réfléchir. Il faut y réfléchir et garder l'humanitaire à l'humanitaire et la publicité à la publicité. Je reviens donc sur le prénom de notre cher Premier ministre. En tout cas, sur plusieurs documents officiels, c'est bien écrit Joachimson, Apollinaire Joachimson, KLM de Tambela. Donc nous n'avons rien inventé. Et donc, évidemment, certaines personnes l'appellent simplement par Joachim, mais Joachimson, c'est le nom correct, en tout cas sur plusieurs documents officiels, ce nom-là figure. Et donc, juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner l'Afrique du Sud. On a vu plusieurs rencontres de l'ANC ces derniers temps pour décider est-ce que Cyril Ramaphosa, le président, va continuer ou pas, parce qu'il est dans la tourmente. Il y a un rapport d'enquête qui l'incrimine fortement. Je parle d'une somme de $500 000 découvert dans un canapé quelque part dans l'une de ses fermes. Ça fait, quand on dit 500 000, c'est quoi, 25 millions de francs CFA en gros. Donc, voilà qu'il est dans la tourmente. Pour cela, il y a beaucoup d'autres affaires qui le concernent et tout. Donc, le parti était en train de discuter est-ce qu'il faut le garder parce qu'il devenait un gros boulet. Bien, est-ce qu'il faut le changer? Et je pense que aujourd'hui, devant le Parlement, il devait avoir donc à évoquer cette question-là, parce que nous sommes le 6, mais le parti, en définitive, a décidé de s'aligner derrière lui, pas parce qu'ils veulent le laver de tout, parce qu'ils ont refusé aussi qu'il rejette en bloc l'enquête qui a été conduite contre sa personne, mais qu'il aille devant la Cour constitutionnelle, mais lui, devant le Conseil constitutionnel, donc essayer de dénoncer l'enquête elle-même. Ils continuent de le soutenir parce qu'ils ont besoin de stabilité, c'est ce qu'ils disent, et que le marché sud-africain a besoin lui aussi, marché financier, de stabilité. C'est ça. Mais il y a comme une dernière chance qui lui est donnée par son parti. Quand nous regardons ça, c'est très intéressant, parce que ça nous enseigne que la démocratie, il ne faut pas l'épouser pour l'épouser. Il faut savoir l'adapter à son contexte et à ses réalités. Vous voyez, en Afrique du Sud, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas comme ça de coup d'État? C'est que le président même qui vient, lorsqu'il est désavoué, le parti peut s'assumer. Et même lorsqu'il dévie, comme nous on aime à l'employer ici, le parti aussi peut s'assumer. Donc ce n'est pas une carte blanche qui vous est donnée. Vous avez des résultats à avoir et le parti n'a pas envie de couler avec vous. Et c'est ça qui est important. Alors qu'avec nous et nos modèles de démocratie, on a l'impression que lorsqu'on vous a choisi, on doit vous supporter pendant 5 ans, même si vous faites ce qui n'est pas intéressant et que vous nous envoyez vers un trou noir et un trou lugubre et sombre. C'est ça aussi, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Donc je pense que c'est des éléments aussi qui nous enseignent. C'est des éléments qui nous enseignent. Quand on parle de l'Afrique du Sud, c'est l'une des meilleures économies du continent. C'est une vraie puissance. Mais quand elle a un modèle de démocratie qui s'arrime à ses réalités, ça permet de sauver beaucoup de choses. Et je crois que ça, c'est des choses qui sont inspirantes. Même sur la question même de la désignation de nos maires ici, c'est des éléments qui sont revenus. Des gens ont l'impression de voter un monsieur, mais après, en fait, ils votent des conseillers qui s'assiedent dans une salle et qui font des arrangements et qui nous sortent quelquefois des résultats qui sont de l'ordre des arrangements contre nature et de certains alliages. Et ça, c'est des problèmes. On a des acteurs sous nos cieux qui utilisent cette démocratie-là à certains fins, qui ne sont plus de la démocratie dans son sens étymologique, le pouvoir par le peuple pour le peuple. Donc pour moi, il y a des enseignements à tirer. C'était mon avant-propos et je m'arrête là. Sans doute qu'en Afrique du Sud, l'ANC aussi a voulu tirer la leçon de ce qui s'est passé depuis le décès de Nelson Mandela. On en parlait encore hier. Et depuis la présidence Mandela, justement, tous ses successeurs n'ont pas terminé leur second mandat, à commencer par Thabo Mbeki, qui a dû être destitué, et puis Jacob Zuma, c'était pareil avant Cyril Ramaphosa. Je crois qu'aujourd'hui le parti est un peu aussi au creux de la vague, et donc il fallait
quelque part arrêter cette descente aux enfers. En tout cas, on verra comment les choses se passent en Afrique du Sud pour Cyril Ramaphosa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur la télévision interactive True TV et en simultané sur Radio Watt FM. C'est la radio 100% urbaine que vous écoutez sur 100.7 en modulation de fréquence. Une audience consacrée au budget 2023 du Burkina qui mobilisera bientôt l'Assemblée législative de transition avec les éclairages de Youssouf Ouattara, le directeur exécutif du CIFOEM. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite fenêtre sur les généralités, Bernard Bougman. Oui, effectivement, une fenêtre sur les généralités. On entend parler de budget, on entend parler de programmation budgétaire, comment on appelle ça, de loi de finances. Ça renvoie à la même chose? Merci bien. Effectivement, le budget, c'est la loi de finances, c'est des synonymes. Maintenant, dans notre architecture institutionnelle, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget. Et donc, une fois que l'Assemblée nationale vote le budget, donc on va l'appeler loi de finances, mais ça va s'appeler également le budget. Donc, c'est tout à fait correct. On peut utiliser l'un des termes convenablement. D'accord. Il a aussi parlé de loi de programmation. Programmation budgétaire. La loi de programmation, ça va être différent. Ça veut dire qu'en ce moment, on a un sujet, une matière spécifique pour laquelle il faut définir des moyens, parce que le budget, c'est avant tout des moyens. Donc, il faut définir des moyens en termes de quantité, mais en termes aussi d'horizon temporel et d'objectifs beaucoup plus spécifiques à atteindre. Parce qu'on peut s'estimer que dans l'architecture globale, cette matière ou ce sujet ne peut pas être suffisamment prise en charge, donc il faut une mesure particulière, et là on va parler de loi de programmation. Comme la loi de programmation militaire, c'est ça? Exactement. Oui, oui, effectivement, en lien aussi avec le budget, parfois on dit budget rectificatif, c'est-à-dire on rend compte que ça ne va pas, on rectifie, ou bien c'est comment ça se passe? Oui, et la loi prévoit donc, on a plusieurs lois de finances, donc on a la loi de finances initiale qui est en cours présentement, donc qui définit le budget pour l'année N+1, et évidemment il est prévu que des circonstances peuvent arriver et exiger que les prévisions qui étaient définies soient réajustées en fonction du contexte, et là on parle de loi des finances rectificatives, et c'est ce qui est arrivé, vous avez vu, en 2020, lorsqu'on a eu la Covid-19, alors qui a ébranlé l'économie, et tout de suite il fallait faire face, parce que ça c'est une situation qui n'était pas prévue, donc il fallait réaménager les crédits et maintenant dégager les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Maintenant, on constate que de plus en plus les lois de finances rectificatives sont plus ou moins systématiques, mais lorsque vous avez une loi de finances rectificative sans qu'il y ait une circonstance particulière comme la Covid-19, ça peut vouloir dire que en termes de prévision, vous ne maîtrisez pas vos prévisions. Ça veut dire que dès que vous adoptez le budget, tout de suite vous constatez des incohérences qu'il faut corriger. Donc ça peut signifier qu'en termes de gouvernance du processus budgétaire, qu'il y a des insuffisances en termes de définition des objectifs et des prévisions. Oui, justement, c'était d'ailleurs ça ma question, parce que souvent il n'y a pas une crise grandeur nature comme Covid, vous l'avez dit, mais on engage des rectifications. Ça peut arriver, et par exemple le contexte qu'on a aujourd'hui, ça pourra éventuellement justifier une loi de finances rectificative, mais il faut dire que les autorités qui sont arrivées le 30 septembre sont arrivés à un moment beaucoup plus favorable, parce que la loi de finances n'était pas encore votée, même si le projet de budget était déjà bouclé. Donc l'équipe qui est sortie, l'équipe qui est partie avait déjà fini d'élaborer le budget. Donc il restait simplement à soumettre ce projet de loi de finances au Conseil des ministres. Donc une fois que le Conseil des ministres l'adopte, ça devient maintenant le projet de budget, le projet de loi des finances. Alors c'est cette étape qui était attendue, et il y a eu l'intervention du coup d'État. Donc si toutefois les délais ne permettent pas
ne permet pas de discuter en profondeur et de prendre en charge certaines orientations, ça veut dire qu'il faut respecter les délais budgétaires et adopter le budget d'ici fin décembre et probablement en cours d'année voir comment le réajuster avec une loi de finances rectificative. L'Assemblée législative de transition a donc du pain sur la planche et donc doit rapidement... Justement, sur ce point, vous savez que dans l'ordre classique, généralement, l'Assemblée nationale a à peu près 2 mois. Lorsque le gouvernement transmet le projet de loi de finances, c'est autour de 2 mois, l'Assemblée nationale prend pour éplucher le budget avant d'aller en plénière. Aujourd'hui, ils ont 10 jours. Ils ont 10 jours pour éplucher le budget et aller en plénière. Donc on peut se poser la question de savoir s'ils vont être capables vraiment d'explorer tous les aspects. Exactement, et de contrôler l'action du gouvernement. Ah oui, ça c'est une grosse question. En effet, juge Geoffroy Vara. Oui, c'est intéressant ce que vous posez comme problème. 10 jours, et on connaît aussi, je ne dirais pas la qualité de notre réalité, mais sa composition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont en train d'apprendre. Est-ce que cela rassure? Non, c'est un facteur d'inquiétude, d'abord par sa nature. Parce que ce n'est pas un organe élu qui aurait dû jouer pleinement son rôle de contrôle. Parce qu'on sait aussi comment ça a été composé, l'Assemblée a été composée par cooptation. Donc on peut se poser la question de savoir si effectivement elle va jouer ce rôle de contrepoids et de contrôle de l'action de l'exécutif. Ensuite, vous l'avez dit, ils n'ont pas forcément l'expérience, même si il y a certains députés qui sont toujours là et certains acteurs sont du secteur des finances publiques. Mais à mon avis, ça ne suffira pas parce que même en termes de compréhension des enjeux, de compréhension des orientations, et également au niveau des ministères, parce que bientôt, ce Parlement va auditionner les différents ministres. Donc, il va y avoir un arbitrage au niveau des ministères. Donc, ce n'est pas tout à fait évident aussi que les ministres maîtrisent toute la procédure parce que le budget, dans son processus d'élaboration, commence en mars. Et c'est un ministre qui impulse le budget dans son secteur. Alors, ça veut dire que lorsqu'il va aller devant le Parlement en fin d'année, au mois de novembre, par exemple, pour aller défendre son budget, il connaît bien ce qui a été inscrit dans ces documents. Alors que dans le cas actuel, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, on peut se poser vraiment des questions sur la sincérité et la qualité du travail de contrôle qui sera fait. L'Assemblée législative de transition doit adopter ce budget pour le 25 décembre, si on l'a bien compris. Exactement. Oui, juge Vara. On est toujours dans les généralités. Oui, rapidement. Vous êtes le CIFWEB. Vous sortez tout le temps des rapports. Je me rappelle qu'en son temps, vous disiez que, je ne sais pas si c'était... de 2016 à 2020, si ma mémoire est bonne en tout cas, vous disiez que les différents gouvernements ont eu un trop perçu de 2 milliards de francs CFA. Bon, quand on entend ça, ça veut dire qu'ils le doivent. Mais maintenant, est-ce que quand vous sortez ces genres de rapports, ces éléments-là sortent, est-ce qu'il y a une suite qui est donnée? Est-ce que quelquefois vous êtes interpellé, vous sentez que ça bouscule des choses? Alors, nous, notre rôle, effectivement, c'est de jouer cette mission de veille et d'interpellation. Parce que c'est vrai que nous on a fait le rapport, mais il faut rappeler que une organisation sœur qui est le RENLAC avait déjà engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de certains ministres pour trop perçus. Donc cette action judiciaire est en cours et les sommes perçues, les 2 milliards, c'est toujours des sommes illégalement perçues. Parce qu'une dépense publique qui n'est pas assise sur une base légale, c'est un trop perçu. Et en la matière, il y a des règles, ça doit être payé, ça doit être remboursé. Je veux bien comprendre. Parce qu'on est maintenant dans un registre nouveau où on nous a tous ramenés, je parle des salaires du gouvernement, je pense la loi de 2008, non? Exactement. À la loi de 2008. Ce qui était un peu votre clé de lecture qui permettait de dégager les trop perçus. Maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? C'est-à-dire que malgré tout, si on veut être rigoureux, tous ceux qui sont concernés par ces trop perçus-là doivent venir rembourser. Exactement, c'est le principe. Parce que c'est sur quelle base ils ont été servis. Il n'y a pas de base légale. Ils ont fait une interprétation, on va dire, sélective de la loi.
et ils ont fait une interprétation, on va dire, intéressée de la loi. Parce que la loi... Partielle et partielle. Exactement. Parce que la loi avait prévu, il y a un mot qui paraissait, le décret en son temps, disait que il y a un contrat qui sera signé entre les personnalités appelées à servir comme ministre ou président de l'institution et l'État. Mais avant, le texte avait déjà défini le cadre. On a dit pour les présidents d'institutions, voilà les montants, pour les ministres d'État, voilà les montants, les ministres délégués, voilà les montants. Et le texte précisait également que, quelle que soit la fonction antérieurement occupé par la personne, quel que soit le salaire antérieurement perçu par la personne, voilà ce qui doit être servi. Voilà. Donc cette disposition était là et maintenant le texte complétait qu'il y aura un contrat donc entre la personnalité et l'État. Donc les gens sont allés s'accrocher à cette disposition. Donc il n'y a pas de base. C'était des arbitrages entre personnalités, mais il n'y a pas de base légale qui permettait en tout cas d'offrir ces salaires. Et lorsqu'il n'y a pas une base légale, ça veut dire que c'était un revenu perçu de manière irrégulière et il y a des règles qui doivent s'appliquer en la matière. Alors, pour conclure là-dessus, en 2 mots, ce que vous nous dites, c'est que tous les ministres des gouvernements, des différents gouvernements de Roch-Marc Christian Kaboré qui ont eu ces trop perçus-là, doivent donc reverser ces trop perçus dans les caisses de l'État. C'est le principe de la dépense publique et ce principe ne doit pas être sélectif. Pour moi, ça ne doit pas être sélectif. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui ont été induites en erreur. Ce n'est pas de leur propre chef. Il y a des personnalités à qui on a proposé, ce n'est pas elles qui ont proposé ou qui ont exigé d'être rémunérées de cette manière. Donc, il faudra peut-être que les responsabilités soient beaucoup plus situées pour voir qui, effectivement, a donné l'ordre pour que ces salaires soient servis sans une base légale. Est-ce que cela concerne aussi les ministres du gouvernement de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, où on a vu une inflation des salaires à ce moment-là? Non, sur ce plan, ça c'est une autre question. Ça c'est une question beaucoup plus politique. Ça c'est une question d'appréciation. Parce que ce que l'équipe d'Amiba a fait, au moins, c'est une base légale. Maintenant, on s'est posé des questions sur la moralité de la mesure, sur la pertinence de la mesure. Mais sur le plan légal, je pense qu'il serait difficile de l'attaquer parce que ils se sont fait entourer de bases légales. Maintenant, sur le plan de la moralité, je pense que c'était pas tout à fait opportun. C'était pas tout à fait opportun. Peut-être que ce qu'il faut ajouter, il ne faut pas regarder simplement le gouvernement Roch, parce que sous Roch, en fait, c'est une pratique qui a été perpétuée. Même sous le président Compaoré, cette pratique de rémunération de manière exceptionnelle de certains membres du gouvernement était de vigueur. Ça veut dire que c'est une mesure qu'il faut aborder de manière globale. Il faut l'aborder de manière globale. J'ai parlé du gouvernement, des différents gouvernements de Roch-Marc et Christian Kaboré, bien entendu, parce que si je ne m'abuse, votre étude qui était sortie en son temps couvrait cette période-là. De toute façon, le projet de budget exercice 2023 a été adopté, c'était le 30 novembre dernier par le gouvernement et sans surprise, l'essentiel de ce budget est orienté vers la sécurité et son corollaire qui est la question humanitaire, indique le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo. Pour vous, et en 2 mots, est-ce une orientation évidente? Bien sûr, le budget c'est l'instrument pour offrir des services publics, pour offrir des biens publics aux populations. Et aujourd'hui, le bien public dont les citoyens ont le plus besoin, c'est la sécurité, c'est la tranquillité. Ça veut dire que si on veut mener cette action, il faut se donner des moyens conséquents pour pouvoir la mener. Effectivement, dans le budget, si on observe, en termes sectoriels, c'est de l'ordre de 20% aujourd'hui, le secteur de la défense et de la sécurité. La défense à environ 15%, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité et aussi de l'ordre de à peu près 6%. Donc si on extrait juste la partie consacrée à la sécurité, donc la défense et de la sécurité se retrouve aujourd'hui à hauteur de 20%. Et ce secteur prend la tête par rapport aux autres ministères. D'habitude, c'est le secteur de l'éducation qui absorbait la grande partie du budget. Et on constate que pour 2023,
le secteur de l'éducation passe de 18,4% à 17,4%. Et comme je l'ai dit, la défense et la sécurité passent à 20%. Ça veut dire que c'est le premier poste de dépenses aujourd'hui au niveau du budget de l'État. C'est le premier poste, je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent sur Watt FM, que nous recevons au tribunal de l'actualité, Youssouf Ouattara. Il est directeur exécutif du CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Nous parlons bien évidemment du budget 2023. Oui, Geoffroy. Oui, c'est vrai que vous faites bien de rappeler que c'est cette option-là qui est faite, celle de vraiment dépenser dans la guerre. Et en tout cas, le capitaine Traoré nous en avait déjà parlé. Son premier ministre l'a réaffirmé, budget de guerre. Je sais que vous avez fait un travail qui était aussi très intéressant. Je pense que c'était avec Oxford Policy Management. Vous avez fait un travail avec eux sur la partie du budget qui est allouée justement à la guerre. Mais vous faites une corrélation de non-satisfaction. On dépense plus, dit-on, pour les questions de sécurité et de défense, mais on pense qu'il y a moins de résultats. Bon, je rappelle quelques chiffres, 94 milliards de francs CFA en 2016, on est passé à 288 milliards en 2022 pour la défense. 72 milliards, je pense, pour la sécurité, on est passé à 130 milliards de 2016 à 2022. Mais vous dites, quand on regarde, on a l'impression que on met l'argent dans quelque chose qui n'a pas les résultats. C'est comme ça qu'on peut retenir la chose, je ne me trompe pas? Effectivement, on fait une observation en termes de corrélation. On regarde l'évolution du volume d'argent qui est injecté au secteur de la défense et de sécurité, et on regarde l'évolution de la situation sécuritaire elle-même. Parce que qu'est-ce qui justifiait qu'on augmente le budget du secteur de la défense et de la sécurité? C'est que ça devait permettre d'induire un effet, en tout cas de réduire la courbe, on va dire, d'insécurité qu'on observait. Mais paradoxalement, nous, on constate une corrélation positive, ce qui devait être une corrélation négative. Ça veut dire que plus le budget augmente, on devait sentir que l'insécurité baisse. Voilà. Donc, alors qu'on a plutôt le sentiment contraire. C'est la réalité, c'est même pas le sentiment contraire, c'est que l'insécurité a augmenté de 2016 à nos jours. Donc, il faut qu'on se pose des questions. C'est vrai que le budget n'est pas la seule variable de la gestion de la question sécuritaire, mais on peut se poser la question. Et nous, on s'est dit qu'il peut y avoir deux explications. Ça veut dire que peut-être l'investissement du secteur n'a pas été suffisamment massif pour disposer de moyens consistants et inverser la tendance. Ça peut être une explication. L'autre explication, ça peut être que l'argent est injecté, mais l'argent ne va pas effectivement sur la fonction sécurité, sur les activités de sécurité, que ça veut dire qu'il y a des déperditions de ressources dans le circuit budgétaire, dans le circuit de la dépense publique, et ça également on doit s'interroger et vérifier que la dépense publique est efficace et efficiente. Ça veut dire que si on a débloqué 100 francs pour quelque chose, il faut qu'on s'assure que effectivement ces 100 francs sont partis pour cette chose. Par exemple, si vous prenez la ration des soldats, si on a voté 1000 francs par exemple comme ration d'un soldat, il faut qu'on s'assure que dans l'assiette du soldat, qu'effectivement ce qui est servi et que ce qu'il consomme, que c'est 1000 francs. Donc ces aspects de questionnement sur la qualité de la dépense publique dans le secteur de la sécurité, je pense qu'on doit s'interroger là-dessus. Oui, je continue. Ce qu'il dit, c'est un fait. Parce que quand on écoute l'IEP, l'Institut de l'économie de la paix, avec son indice qui dit que le Burkina est le pays le plus touché par le terrorisme, ça c'est un fait. Maintenant, j'ai l'impression que quand vous faites votre analyse, vous butez quelque part. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est donné de façon globale à la défense et à la sécurité. Maintenant, il y a comment c'est compartimenté à l'intérieur. Ça, c'est un regard que vous ne pouvez pas avoir, ou même vous avez tenté de l'avoir. Oui, ça c'est une difficulté, et nous on va commencer à engager les échanges avec l'intendance militaire pour avoir une meilleure compréhension, on va dire une compréhension commune surtout de la notion de secret défense. Oui, parce qu'il y a la loi d'accès à l'information qui définit les différents degrés de secret défense, de très secret défense jusqu'au simple secret défense. Ça veut dire qu'en matière d'exécution budgétaire, tout ne peut pas être secret, tout ne peut pas être
et relever du secret défense. Donc, il va falloir qu'ensemble, on définisse, on voit qu'est-ce qui est prévu de manière commune, qu'on comprenne selon les dispositions de la loi. Ce n'est pas selon les interprétations des acteurs, mais selon les dispositions de la loi, qu'est-ce qui est frappé par le secret défense. Parce que, évidemment, tout ne peut pas être secret défense. Donc, il y a des types de dépenses qu'on peut regarder, même en termes d'agrégat. Parce que ce que les acteurs militaires souvent ne comprennent pas, et les chiffres qu'ils essaient de cacher, souvent on peut les avoir hors du pays. Donc souvent c'est mieux de communiquer là-dessus, tant que c'est possible, tant que la loi le permet, c'est mieux de communiquer là-dessus pour permettre l'amélioration. Parce que ce que nous faisons comme action de veille, c'est aussi pour ceux qui sont dans les tranchées. C'est aussi pour ceux qui sont dans les dunes de sable, qui sont dans les forêts, qui sont en train de se battre, et qu'on s'assure que ce que le contribuable a prévu pour eux pour pouvoir mener l'action, qu'effectivement ça leur parvient et que c'est mis en place et que les acteurs ne profitent pas simplement de leur position pour être dans de meilleures conditions de confort. Donc la question du secret défense par rapport à la dépense publique, moi je pense qu'aujourd'hui il faut la poser. C'est dans l'intérêt même des acteurs pour qu'on regarde ce qui est accessible, ce qui n'est pas accessible. En ce moment, nous, ça va nous permettre de faire des analyses beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus désagrégées et permettre à ces acteurs d'avoir un rétroviseur, d'avoir un autre regard sur ce qu'ils font. Et ça va évidemment améliorer la qualité de la dépense. Alors, oui, sur ce sujet, moi je me rappelle qu'on avait écouté l'ancien ministre Sempouré à l'Assemblée nationale. Les chiffres que je donnais, le passage à 288 milliards pour ce qui est de la défense, à 130 milliards pour ce qui est de la sécurité, c'est lui qui les donnait devant l'hémicycle, et il reconnaissait que l'effort consenti était énorme sur la question de la guerre contre le terrorisme. Il a parlé même de 200 milliards de francs CFA qui avaient été alloués sur une période qu'il avait indiquée. Ça veut dire que l'effort de guerre, si on peut l'appeler comme ça, pour le budget, il a été fait. Maintenant, c'est clair que ce qu'on peut questionner, c'est pourquoi est-ce que, pendant qu'il y a cet effort-là qui est fait par le contribuable de façon générale, on n'a pas de bons résultats sur le terrain. On a des soldats qui par moment posaient des problèmes de primes, et on a les questions même d'armement qui sont posées, on n'a pas d'avion. Donc on se pose la question de savoir à la fin, cet argent-là, ça rentre où, ça sert à quoi? Si le militaire ne touche pas parfois sa prime et il se plaint, s'il dit qu'il n'a pas il n'a pas d'armement comme il faut, il y a des armes qui sont demandées, dans ce cas de figure, tout ce qui est consenti, ça va où? Si la bonne question n'est pas posée, il ne s'agit plus d'augmenter la cagnotte, puisque ce n'est pas le problème de l'augmentation de la cagnotte qui est le souci ici. C'est qu'est-ce qu'on fait plutôt de cette cagnotte-là. Et je pense que tant qu'on ne veut pas crever l'abcès sur ces questions, ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous, qui êtes du domaine, vous dites que par moment on peut avoir certains indices et certains éléments avec l'extérieur? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui vous reviennent, qui vous permettent de vous questionner de façon plus intéressante? Oui, dans la vie quotidienne, nous sommes tous dans la société, nous vivons avec des soldats, nous vivons avec des acteurs du secteur de la sécurité, on voit ce qui se passe, on écoute ce qui se passe, et il faut le dire, ceux qui animent le secteur de la défense de la sécurité, c'est des citoyens burkinabés, c'est à l'image de la société burkinabé. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que le problème peut être dû à la qualité des choix. Okay. Et ça aussi, c'est un problème général dans la qualité de la dépense publique. Ça peut être que les choix qui sont faits en termes d'investissement ou en termes de dépenses publiques, ce n'est pas des choix, on va dire, optimaux en termes de résultats. Et ça aussi, c'est une question. Il faut améliorer la rationalité des choix qui sont faits. Donc, pour revenir à la question de la gouvernance, on a des éléments, mais nous travaillons toujours sur les chiffres officiels. Okay. Voilà, nous travaillons sur les chiffres officiels, les chiffres de l'administration, et les chiffres qui sont produits par l'administration elle-même, ce sont ces chiffres que nous utilisons pour faire l'analyse. On a d'autres acteurs, d'autres organisations sœurs, comme le RELAC, qui fait le sondage, ok,
pour voir la perception. Et là, il y a une dimension de la sécurité, même si ce n'est pas la dimension défense, mais il y a le secteur de la sécurité qui est pris en charge. Le secteur de la sécurité est pris en charge, nous dit donc Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFWEB, qui est le convoqué du jour au tribunal de l'actualité. Il faut préciser que le projet de budget 2023 est arrêté en recette à 2600 milliards de francs CFA et en dépenses à 3200 milliards de francs CFA, affiche donc un besoin de financement de 600 milliards de francs CFA à rechercher. Oui, juge Bernard Bougman. Oui, justement, il arrive que les ressources sont pourvues et l'argent tout n'est pas dépensé. Alors que c'est prévu pour des achats, c'est prévu pour ceci. En 2019, on l'a vu au niveau du ministère de la Défense. Pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel état du fait? Parce que quand on parle de budget, tout c'est affecté à des besoins. L'argent a même été... C'est des prévisions de recettes. Voilà. L'argent a même été pourvu. Mais à la fin, tout l'argent n'a pas été On n'arrive pas à consommer l'argent qui est prévu. On a mal fait la prévision, on a demandé plus qu'on en a besoin, qu'est-ce qui se passe? Non, là, c'est la qualité de l'administration qu'il faut interroger. La qualité à engager l'action de manière précoce et de manière diligente. Je pense que ça, c'est au niveau des administrations, souvent qui tardent à engager les actions, ou bien par les procédures. Et les procédures elles-mêmes, vous allez trouver souvent que c'est la qualité des dossiers montés qui fait que finalement les dossiers sont rejetés et ça allonge la procédure. Je pense que ça, c'est beaucoup plus dû à la qualité des acteurs de l'administration. C'est pour ça qu'il faut aller vers la digitalisation de l'administration, par exemple la digitalisation du processus de passation des marchés publics pour être beaucoup plus diligent. Je pense que c'est beaucoup plus une question de procédure qu'une question de mauvaise foi. Voilà. Pourquoi ces procédures nous rattrapent à tout moment et on continue de faire la même chose en espérant résultat? Parce que vous avez une administration de procédure et vous n'avez pas une administration de performance. Et c'est vers là où on doit aller dans la construction d'une administration de performance. Les agents publics qui sont formés généralement à l'ENAM, à l'ENAREF ou à d'autres, c'est vrai, il y a une certaine mutation au niveau de ces écoles, mais la formation, essentiellement, c'est une formation de procédure. Ça veut dire, on veut dire pour tel sujet, voilà la loi qui doit être respectée, voilà les aspects qui doivent être respectés en termes de réglementation. Mais votre action ne prend pas en compte la dimension performance. Donc ça fait que l'objectif des agents devient de respecter la règle et non de produire un résultat, d'être regardé en termes de performance. Ouais. Et vous allez le voir. L'essentiel étant de respecter la règle. Peu importe le résultat ou la performance. Exactement. C'est pour ça que vous allez voir dans les rapports des CACEM, on va donner le taux d'exécution des activités, mais en réalité, il n'y a pas un rapport qui est fait avec la performance. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller maintenant vers le budget programme, où maintenant on va dire vous avez tel objectif à atteindre et on va vous doter des moyens pour ces objectifs-là, peut-être pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et en ce moment, le budget va être aligné sur des objectifs bien précis au lieu que ça soit aligné sur un objet. Parce que ce qui se passe présentement, vous avez X francs pour l'année N-1, donc pour l'année N, donc pour l'année N plus 1, on va essayer de vous donner juste ce montant ou de vous donner un peu plus ou moins par rapport à ce que vous avez consommé. Donc ce n'est pas votre performance en termes d'amélioration de la qualité des services, mais c'est beaucoup plus axé sur la procédure. C'est pour ça qu'il faut observer beaucoup ce que le ministre en charge de la fonction publique va faire, parce que moi je pense que cette dimension de construction d'une administration performante et orientée vers le service public, vers la satisfaction des citoyens, nous sommes toujours loin de là, mais il faut travailler à y parvenir. Il faut... Oui, vous n'avez pas fini? Oui, le budget est élaboré en recettes et en dépenses, c'est ça. Mais maintenant, il y a un besoin de financement, vous l'avez dit. 600 milliards. 600 milliards. Ouais. Alors, où on trouve cet argent? Alors, justement... C'est que les Burkinabés ne sont pas enclins à payer les taxes. Oui, alors, avant qu'il ne réponde, il faut préciser que le gouvernement lui-même dit que pour combler ce gap de 600 milliards de francs CFA, il compte tabler sur un endettement raisonnable
poursuivre la modernisation des régies de recettes et rationaliser les dépenses publiques. Est-ce donc, pour répondre à la question du juge, un train de mesures pertinentes pour atteindre cet objectif? Oui, il faut rappeler que au niveau du budget de l'État, le déséquilibre est possible. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir les mêmes chiffres au niveau des recettes et des dépenses. Mais au niveau des collectivités territoriales, cet équilibre s'impose. Les recettes doivent être égales aux dépenses. Au niveau de l'État, comment ça se passe? C'est comme au niveau d'un individu. Lorsque vous avez votre salaire, donc vous allez payer d'abord votre dette. Si vous avez une dette avec la banque va couper ce qui est dû. Ensuite, vous allez vous occuper du fonctionnement et c'est ce qui reste que vous allez affecter à l'investissement. Au niveau de l'État, c'est la même chose. Le premier poste de dépense, c'est la dette, c'est le service de la dette. Alors, parce que ça, ce sont des obligations auxquelles on ne peut pas déroger. Après la dette, c'est le fonctionnement, la charge du personnel notamment. Et après le fonctionnement, ce qui va rester, donc ça va être l'épargne budgétaire et c'est ça que vous pouvez affecter maintenant à l'investissement. Mais comme on sait que notre administration est lourde et elle consomme beaucoup de recettes, de ressources, ça fait que la marge qui se dégage pour l'investissement est très, on va dire, tenue. Alors que nous avons de grandes ambitions. Nous avons des ambitions en termes d'investissement. Et quand on prend tous ces investissements, donc l'épargne budgétaire qui est dégagée ne peut pas couvrir cet investissement. Donc il faut faire appel à d'autres recettes extraordinaires. Ça peut être les dons avec les partenaires, ça peut être effectivement les prêts comme le ministre l'a précisé pour pouvoir boucler ce gap. Maintenant, en termes de dons, peut-être qu'il y a des partenaires qui ont déjà fait des annonces en termes d'appui budgétaire ou en termes de projets. Donc, ce sont ces annonces-là qui sont prises en compte au niveau du déficit. Donc, parce qu'on sait que là, ce n'est pas les recettes propres qui vont les prendre en charge, c'est des partenaires. Maintenant, la question de la dette, il faut vraiment la regarder avec municipal parce que nous avons une évolution de notre dette qui peut être de plus en plus inquiétante parce que de 2019 de 2010 plutôt à 2021 on a une progression de l'ordre de 15% de notre dette. En 2010 par exemple l'encours de la dette c'était de l'ordre de 1300 milliards alors que en 2021 nous sommes dans l'ordre de 6000 milliards. Voilà. Ça veut dire que notre endettement est en train de frôler le seuil réglementaire qui est de 70% du PIB fixé par l'UEMOA. Et cette dette est beaucoup plus tirée par la dette intérieure, donc qui est réalisée à travers les titres publics, les emprunts obligataires et autres. Donc, et ça, c'est une dette souvent, la période de maturité est courte et également les intérêts sont beaucoup plus élevés. Donc, on court un risque de réduire notre marge d'endettement. Alors que la dette peut être utile, surtout quand on se rappelle le contexte de Covid, quand vous avez un événement particulier qui survient comme la Covid, où on était obligé d'aller emprunter pour pouvoir faire face à la situation. Donc, plus vous allez vous endetter et réduire cette marge réglementaire, ça veut dire que vous réduisez vos chances de gérer des circonstances particulières qui vont arriver. Donc, je pense que la dette, il faut la manipuler avec prudence, mais la question aussi est dans la qualité de la dette. Parce que vous pouvez contracter une dette, par exemple, on a le cas de l'aéroport de Doncin, c'est une dette, mais dont les effets tardent à se réaliser parce que le retour sur investissement est retardé et donc il y a un coût de renonciation, il y a un coût qui est encouru donc par le fait que la gouvernance de la dette, de l'action qui est financée par la dette, cette gouvernance n'est pas de qualité. Donc c'est vraiment le plus grand enjeu. Oui, Bernard Bougman. Oui, il est également dit que dans le budget, sur les ressources propres qui ont été mobilisées, les recettes, les salaires prennent une bonne part de notre budget. Aujourd'hui, c'est à combien?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans la maîtrise de la masse salariale, surtout le ratio masse salariale sur recette fiscale. Et ça, c'est depuis le président Roch, parce que le pic a été atteint en 2020 avec 60% de la masse salariale par rapport aux ressources fiscales. Mais depuis 2021, on est dans une tendance baissière. C'est vrai qu'elle n'est pas très significative, mais aujourd'hui, pour 2023, on est de l'ordre de 58%. 58%. Voilà. Le CIFOEP d'ailleurs souligne que bon nombre d'indicateurs de ce budget sont en amélioration et traduit l'effort quotidien de l'État dans l'amélioration de la gestion des finances publiques. Oui, Geoffroy. Oui, moi je voulais aussi que peut-être on fasse des précisions, puisqu'il y a beaucoup qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que quand on dit 600 milliards de gap, il y en a qui disent mais est-ce qu'il ne faut pas nous endetter autre mesure? Mais attention, le besoin de financement aussi pour le 2022 c'était 570 milliards, donc on n'est pas dans une des mesures. On n'est pas dans une des mesures, donc je pense que c'est quelque chose quand même d'assez contrôlé. Et puis quand vous évoquez la question aussi du surendettement, c'est vrai que dans une certaine mesure, dans la façon dont elle est composée, il peut y avoir des craintes, mais les économies les plus fortes de notre continent sont les plus endettées. Exactement. Donc la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est la qualité de la dette, l'utilisation de la dette, c'est ça vraiment l'enjeu. C'est à ça que je voulais justement en venir. Et puis peut-être aussi, peut-être que le dernier point sur la question aussi de notre budget, c'est que on va faire la guerre. C'est bien. Vous avez parlé du budget de l'éducation qui est compressé. Je me rappelle que pour 2022, en comparaison avec 2021, je pense que même sur les questions d'agriculture qui sont quand même essentielles, parce que quand on parle de besoins humanitaires et tout, c'est là qu'on a une réponse domestique. Et on est passé de 8 points à 9 points, si ma mémoire elle est bonne. C'est ça. S'il faut, de façon endogène, donner une réponse aux besoins humanitaires, ça veut dire qu'il faut faire plus d'efforts dans ces secteurs-là. Est-ce que le budget transpire cette réalité-là? Oui, ce qu'on constate globalement au niveau du budget, il y a des effets d'éviction. C'est ce que j'expliquais, qu'il y a des secteurs qui sont en train de payer un certain coût. Par exemple, même le secteur de la santé qui était de l'ordre de 11% dans le budget 2021, ce taux est de 8,9% dans le projet de budget 2023. Et là où on constate une certaine progression, c'est au niveau de l'eau et l'assainissement. Quand même, il y a une certaine progression à ce niveau. Quand vous parlez d'agriculture, comme je le disais, le budget, c'est le moyen de la politique. C'est ça. Et le président actuel, le président de la transition, dit qu'il faut mettre l'accent sur la production. D'ailleurs, il y a des ressources qui ont été dégagées pour la saison sèche, pour la production en saison sèche. Ça veut dire qu'il y a une action. Il y a une importante partie des ressources qui vont être consacrées à l'agriculture et à la production. Surtout la contre-saison, il en avait parlé. Exactement. Donc, il y a une question on va dire, des secteurs qui perdent des recettes, mais il y a d'autres secteurs qui vont en bénéficier, comme la défense, la sécurité et l'humanitaire. Mais ça, c'est en fonction des ambitions. Maintenant, le budget tel qu'il est conçu, on peut se poser la question si ça va être vraiment pris en compte dans ce budget avant une loi de finances rectificative. C'est la même chose pour la question des VDP. Et si on doit recruter donc, la quantité de VDP qui est annoncée, 50 000. Et si vous rémunérez par exemple 60 000 francs par VDP, au bout d'un an, vous êtes dans l'ordre de 36 milliards. Ok, bon, c'est pas écrit quelque part que c'est en tout cas officiellement on n'a pas encore un acte. C'est un exemple. Voilà, mais ça c'était pas dans le budget. Voilà, c'est une nouvelle ambition qui est venue s'afficher. Donc, il va falloir que dans les débats entre le Parlement et les différents ministres, qu'il y ait des péréquations pour prendre en charge cette dimension. Et si vous voyez que le Premier ministre demande de l'aide, c'est parce que pour le moment, il n'y a pas un schéma clair. Mais je ne dis pas que l'État ne peut pas, c'est une question de choix. Et comme les économistes le disent, les choix ont des coûts. Le coût, ça veut dire qu'il va falloir renoncer à certaines dépenses, à certains biens, certains services. Sinon, pour l'heure, ce que le ministère de la Défense a défini comme besoin pour les VDP, je pense que c'est dans l'ordre de 106 milliards pour leur prise en charge. Mais c'est arrivé au moment où le budget était déjà monté. Peut-être que c'est dans les débats avec le Parlement qu'ils vont arriver à ces réajustements. Voilà. D'autres préoccupations? Non, pas. Alors justement, comment on travaille aujourd'hui au regard de la situation sécuritaire donc, qui est difficile? Comment on travaille
à réduire le train de vie de l'État, imprimer une dynamique nouvelle dans la gestion des finances publiques, puisque également on a besoin d'imprimer cette marque de bonne gouvernance pour que les dépenses prévues aux différents chapitres soient correctement effectuées. Je pense que c'est le principe en matière de finances publiques, c'est le principe en matière de budget. On doit regarder d'abord les recettes. Parce que les dépenses qu'on va faire vont être fonction des recettes qu'on va mobiliser, vont être fonction des richesses qu'on va créer. Donc il faut regarder le domaine des recettes. Heureusement, si vous regardez le budget, il est en progression de l'ordre de à peu près 10%, et ça c'est une progression constante. Et on peut se poser la question par rapport aux contraintes économiques, les contraintes sur l'activité économique. Donc ça veut dire que nos finances publiques tiennent. Les finances publiques tiennent, ça veut dire également que les acteurs doivent redoubler d'efforts. Parce que si vous voyez au niveau du ministère des Finances, vous voyez, leurs résultats sont généralement au plus de 100%. C'est ça. Ça pose un problème. C'est un bon résultat, mais ça pose un problème. Ça veut dire que soit vous ne maîtrisez pas vos prévisions, vos matières, soit vous êtes complaisant dans la définition des objectifs. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'efforts au niveau des registres de recettes pour que l'espace économique et l'espace fiscal qui est beaucoup plus sécurisé aujourd'hui, qu'on puisse optimiser le recouvrement. Et l'élan de solidarité nationale qui est lancé pour faire face à la guerre, ça veut dire que c'est au niveau de chaque citoyen que nous devons respecter notre obligation fiscale et aller payer nos impôts, parce que si on veut être autonome, si on veut disposer des moyens pour faire la guerre, ça veut dire que chacun doit contribuer, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Maintenant, en matière de dépenses, au niveau des agents publics, moi je pense que chaque agent doit se comporter en tant qu'homme de guerre. Il y a ceux qui sont au front, mais je pense que chacun est sur son front en train de mener sa lutte. Ça veut dire que dans les choix d'investissement, dans les choix de dépenses publiques, aujourd'hui, il faut rationaliser les dépenses publiques. Je prends un exemple, vous organisez un atelier ou une activité. Aujourd'hui, les gens continuent de payer des blocs-notes à 1000 francs. Donc, au bout de l'année, le monsieur ou la dame, elle a 5 blocs-notes, 10 blocs-notes qu'elle n'utilise pas. Bon, 1000 francs de blocs-notes, il y a un citoyen quelque part qui en a besoin pour survivre. Donc, je pense que c'est cette conscience collective qu'on doit développer pour effectivement avoir un budget de guerre aussi bien en recettes qu'en dépenses. De ce point de vue-là, donc, les solutions du gouvernement pour combler ce gap, poursuivre la modernisation des régies de recettes, rationaliser les dépenses publiques. Là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, et surtout aussi, il y a les restes à recouvrer. Ça veut dire qu'il y a des entreprises, il y a des contribuables qui doivent à l'État, qui ont fait des chèques, mais qui ne sont des chèques sans provision. Donc, il y a des contribuables qui doivent à l'État. Et comme nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui n'est pas un contexte partisan, c'est l'occasion d'optimiser le recouvrement de ces restes auprès des contribuables et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Je pense que là également, ça va permettre d'optimiser les recettes et pouvoir faire face aux dépenses. On reste donc optimiste et on reste soudé, en espérant donc que l'Assemblée législative de transition planchera, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour examiner ce budget et nous sortir donc, ce projet de budget et nous sortir un budget d'ici le 25 décembre. On espère que tout se passera bien. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la deuxième de cette 49e semaine de l'année 2022, qui a passé le budget du Burkina, exercice 2023, à la loupe de Youssouf Ouattara. Il est directeur exécutif du CIFWEB. Le CIFWEB, faut-il le rappeler, c'est le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci bien. Merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tree TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Le tribunal de l'actualité vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.